Alors peut-être juste une petite information pour ceux qui sont déjà connectés. Euh, la possibilité, alors ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais la possibilité de pouvoir embaucher des contrats d'apprentissage avec une aide très importante de l'État, des contrats d'apprentissage qui sont maximum au niveau licence. Vous pourrez obtenir une très belle aide de l'État, donc c'est peut-être le moment de vous y pencher pour pouvoir recruter en septembre. Est-ce que ceux qui sont connectés nous entendent? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées? Il y a Thibaut qui est connecté. Donc, coucou. Romain, oui, ils nous entendent. D'accord. Bon, ok, c'est bon. Si le son est bon. Tout va bien, Dominique, merci. Bon, top. Ouais. Donc, on communiquera aussi sur la possibilité d'embauche d'un apprenti avec les aides de l'État. Tout à fait. Parce qu'avec le Covid, pas simple, hein. Ouais. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait les écoles, les grandes écoles qui étaient un petit peu contre puisque l'aide s'arrête à la licence pro. Et donc, ça laisse une grande partie d'apprentis quand même. Hein. Donc, bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais après, ils estiment que peut-être, voilà, ceux qui sont en licence, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ils veulent vraiment donner une première expérience. Ah là là, mais ça va aller. Hein. Alors, il est 8h59. On va commencer notre webinaire. Donc, la matinale du social vous invite à échanger aujourd'hui sur le thème des congés payés. Alors, un thème qui est d'actualité. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont quand même partir en vacances. Et donc, cette année, ce sera en France. Et puis, bon, cette période de confinement a suscité énormément de questions au niveau des employeurs, des questions au niveau des salariés. On retrouve des questions très pointues sur, par exemple, qu'est-ce que je fais avec mes vieux compteurs de congés? Quelle est la règle? Comment je vais les gérer? L'entreprise ferme, comment faire pour la gestion des congés des nouveaux salariés? Ai-je le droit de payer des congés non pris par mon salarié et plein d'autres questions. Et puis aussi des questions plus récurrentes, mais qu'il faut absolument maîtriser en tant qu'entrepreneur. À quoi ressemble une feuille de congé? Est-ce qu'elle est obligatoire? Comment je décompte les jours des congés? Comment on calcule une indemnité de congés payés? Et plus généralement, quand pose-t-on des congés? Alors, je vais inviter un petit peu les entrepreneurs qui sont connectés. Si vous avez la possibilité de prendre un calendrier sur votre ordinateur ou un calendrier papier ou les grands calendriers que vous donne votre banquier, ça peut être pas mal pour le suivi de ce webinaire parce qu'on va avoir plein de cas pratiques, de beaux retours d'expérience de nos trois intervenantes professionnelles sur ce sujet. Donc, je suis accompagnée d'Aurélie Vanny, avocate spécialisée en droit social, Raphaël Pérez, qui est spécialiste de l'accompagnement et la stratégie RH recrutement, Johanna Sustat, experte sociale, Optima Pay. Ça va, mesdames? Très bien, Marie. Alors, un petit rappel historique rapide de Raphaël par rapport aux dates clés des congés. Effectivement, ça nous semblait important de commencer ce webinaire avec un juste très rapide rappel au niveau historique. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a cinq dates qui sont clés dans la construction en fait des congés payés en France. La première, c'est le 20 juin 1936, ensuite 1956, le 27 mars 1956, 1969 et enfin 1982. Pourquoi ces dates sont importantes? Puisqu'on est passé en fait de 15 jours de congés payés à finalement 5 semaines de congés payés, et c'est une véritable innovation sociale qui a été menée par l'action syndicale. Alors, Marie, juste une petite info, on n'a pas les slides. Hein. Ah. D'accord. Alors. Je pense que ça peut être important pour... Ça peut aider quand même, hein, un petit peu. Très bien.
Alors, dans tous les cas, un replay sera disponible. Si vous avez loupé la première slide, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la retrouver ultérieurement. Alors, une petite définition sur les congés payés. C'est ça, effectivement, comme le signifie Marie, les congés payés, finalement, c'est quoi? C'est une innovation sociale qui est régie par le droit du travail, d'où la présence aujourd'hui d'Aurélie. Tout salarié a un droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur, et pendant cette période de congé payé, une indemnité est versée au salarié par l'intermédiaire de l'employeur. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que les congés payés ne sont pas les seules, entre guillemets, absences autorisées au sein d'une entreprise. Il y a tout un ensemble d'absences liées aux congés qui sont autorisées. Par exemple, les RTT, les congés enfants malades, les congés maternité, les congés exceptionnels, voilà, les récupérations. Voilà. Plusieurs sortes d'absences sont liées également aux congés payés au sein d'une entreprise. Alors, il faut s'organiser un petit peu. Il faut organiser les congés. Il faut s'organiser, effectivement, et l'anticipation reste quand même le maître mot. Si vous avez quelque chose à retenir peut-être de ce webinaire, l'anticipation. S'organiser avec des outils de gestion. Déjà simplement, une feuille égale une demande de congé payé. Sur cette feuille, il y a des éléments clés qui doivent apparaître. L'identité du salarié, la nature du congé, les dates d'absence souhaitées, et enfin, la signature du collaborateur et de son responsable avec l'acceptation ou le refus des congés. C'est obligatoire de faire cette demande de congé? Elle est obligatoirement écrite? Alors, elle est obligatoirement écrite, oui et non. Ce qui est important, en fait, c'est de s'organiser, de conserver une trace pour ensuite, on va le voir dans la slide suivante, c'est de pouvoir transmettre les informations à l'expert comptable. Cette demande, elle doit être faite soit en dématérialisé, soit passée par l'Internet de l'entreprise. En général, voilà, ça dépend de la taille de votre entreprise. D'accord. Et donc, on doit l'envoyer au cabinet comptable. Alors, pourquoi envoyer les informations liées au congé à l'expert comptable ou à votre service de paie? Tout simplement parce que les congés font partie des éléments variables de paie et qu'ils doivent être inscrits sur votre fiche de paie. Johanna reviendra dessus ultérieurement, mais cette transmission se fait donc, encore une fois, soit de manière manuelle, c'est-à-dire que par un simple mail, on notifie à l'expert comptable que Aurélie est partie 2 jours au mois de mai, que Marie est partie 1 semaine et que Johanna, ses congés, elle ne les a pas pris au mois de mai, mais plutôt à un autre moment. Et encore une fois, la transmission peut être dématérialisée, donc c'est-à-dire via un intranet. Très bien. Tout à fait. Alors, les règles de prise de congés payés, on rentre un petit peu dans les choses plus techniques, on va dire, du droit du travail. L'employeur doit fixer la période de prise de congé annuel et au minimum 2 mois avant l'ouverture de celle-ci. Donc, c'est une règle qui est très peu connue des clients, des entrepreneurs. Par exemple, si la période de congé payé débute le 1er mai, les salariés ils doivent être informés le 1er mars. Alors, l'employeur, il a également l'obligation d'établir l'ordre de départ en congé. Il doit communiquer à chaque salarié par tout moyen, minimum 1 mois avant le départ en congé. Pour établir cet ordre, il doit tenir compte de certains critères pour que sa décision ne soit pas abusive. Par exemple, il doit tenir compte de la situation familiale des bénéficiaires, notamment les possibilités de prise de congé des conjoints ou la présence d'un enfant ou d'un adulte handicapé au sein du foyer. Il doit tenir compte de l'ancienneté de salariés de l'entreprise et de l'exercice d'une activité chez un ou plusieurs employeurs. Par exemple, une femme de ménage qui a 4 employeurs, elle peut imposer ses congés payés aux 4 employeurs. Et Johanna, ceux qui ont des soldes importants, des compteurs importants de congés ou des vieux soldes, enfin des vieux congés, est-ce qu'ils sont prioritaires aussi dans la prise de congé? Alors, pas forcément, ça rentre pas dans les critères pour établir les ordres de départ en congé. Mais on va venir là-dessus pour voir avec Aurélie aussi. On va revenir tout à l'heure sur le sujet pour voir ce qu'on doit faire et ce qu'on devrait faire avec ce solde de congé. Et notamment, comment on pourrait ne pas avoir des soldes importants de congé si on arrive à tenir compte de toutes ces règles. Parce que si les règles ne sont pas respectées, on ne peut pas supprimer le report d'une année à l'autre, en fait.
Donc, il faut bien respecter les règles, ces règles dont je viens de parler, pour qu'on puisse, à la fin de la période de référence aussi, dire qu'on ne reporte pas les congés d'une année à l'autre. L'objectif, c'est que nos salariés puissent se reposer et puissent être en pleine santé, en pleine forme. Tout à fait. C'est une question de santé et de sécurité des salariés. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, ce que je voulais dire, c'est les salariés en concubinage. D'ailleurs, j'ai mis une belle petite photo sur la plage où on a tous envie d'y aller. Hein. Il ne faut pas oublier que les salariés en concubinage, mariés ou pacsés, qui travaillent dans la même entreprise, ils ont bien droit à un congé simultané. Donc, il faut bien tenir compte de ça aussi quand on établit l'ordre des congés de départ en congé. Les alternants aussi, il faut faire attention puisqu'ils doivent prendre leur congé uniquement pendant les jours en entreprise. J'avais juste une petite précision par rapport à ce que vient de dire Johanna, parce que si certains font du droit, vous aurez noté que on a indiqué que les salariés en concubinage mariés ou liés à un PACS qui travaillent dans la même entreprise ont un congé simultané. Le Code du travail ne parle pas du concubinage. Mais nous, on l'a volontairement et on en avait discuté avec Johanna parce que c'est une lacune du droit du travail et du Code du travail sur ce point. Parce que pourquoi on exclurait des concubins de ce droit à congé simultané alors que le Code du travail l'autorise pour les gens qui sont mariés, qui sont liés à un PACS. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité viser également le concubinage et qu'on préconise aux employeurs d'appliquer cette règle aux concubins avec des preuves naturellement du concubinage, hein, mais alors que le Code du travail ne le met pas et que c'est une lacune. Donc soyez prudents si vous êtes employeur sur ce point-là. Les entrepreneurs sont pour la paix des ménages, en fait. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, les congés payés, hein, c'est ça. Alors, attention, il y aura des petits exemples par la suite et des petits tests pour les participants. Hein. Donc, on vous a pas facilité la tâche, hein, on vous donne des petits tests. Là. Acquisition des congés payés. Donc, l'acquisition se fait de deux manières, soit en jour ouvrable, soit en jour ouvré. En jour ouvrable, ça veut dire du lundi au samedi et généralement, légalement parlant, l'acquisition des congés payés se fait en jour ouvrable, soit 2 jours et demi par mois dans la limite de 30 jours ouvrables, ce qui équivaut à 5 semaines par an, donc 5 semaines fois les 6 jours, d'où les 30 jours ouvrables de congés payés. Alors, Raphaël, il nous disait tout à l'heure, 2 jours et demi par mois, mais ça veut dire aussi par période de 4 semaines complètes. Et ça, c'est très important à retenir parce que la totalité des droits de congés payés de 30 jours s'acquiert en uniquement 48 semaines. Ce qui veut dire qu'une absence de 4 semaines sur l'année n'entraîne pas de réduction de nombre de jours de congés payés. Donc, j'ai un salarié qui est absent pendant 4 semaines parce qu'il est malade. Il acquiert ses droits congés payés. Il acquiert ses droits complets, d'autant plus que la maladie, on a beaucoup de conventions collectives qui viennent stipuler que la maladie, par exemple, dans la limite d'un mois, elles sont assimilées, la maladie, elle est assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés. Donc, la maladie est là quand même un régime spécifique qui est bien notifié par les conventions collectives, mais on parle un petit peu plus des absences, par exemple, des congés sans solde ou des absences justifiées ou pas, mais surtout non rémunérées. D'accord ? Okay. Donc, d'une manière générale, en fait, il faut que le cumul des absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, elles dépassent les 4 semaines par an pour que ça puisse affecter le nombre de jours de congé acquis. Le nombre de jours de congé, une règle, c'est qu'il est toujours arrondi au supérieur en fin de période de référence. Donc, pour rappel, la période de référence, c'est du 1er juin au 31 mai. C'est souvent le cas des salariés qui rentrent en cours d'année et qui peuvent, par exemple, à la fin de l'année, donc au 31 mai, ils ont acquis 27 jours, 02 de congés payés. Alors, à savoir que ce 0,2, ça veut toujours dire on arrondit au supérieur. Donc, 27 jours 0,2, ça équivaut à 28 jours qu'on verra sur la fiche de paye du mois de juin, par exemple. C'est sur le mois de juin que le compteur N se transforme en N-1 et que cet arrondi a lieu. Alors, depuis le 1er janvier 2012, les congés sont dus dès la première heure travaillée. Auparavant, c'était
c'était un mois, voire même 10 jours, hein, Aurélie. C'est passé à 10 jours et ensuite, c'est vraiment dès la première heure travaillée. Donc, on peut avoir une fiche de paie pour un salarié qui a travaillé 1 heure au SMIC, par exemple. Il a 10,15 € sur l'heure travaillée et on vient lui payer une indemnité de congé payé d'1 € par exemple, pour l'heure travaillée. D'accord. Alors, on a vu les congés en jour ouvrable. Les congés en jour ouvré, ce sont les congés qu'on décompte du lundi au vendredi. Donc, cette acquisition en jour ouvré, ça peut se faire soit à l'initiative de l'employeur, soit sous les dispositions d'une convention collective. De ce fait, le salarié, il acquiert 2 jours 0,8 par mois, ce qui équivaut à 25 jours par an ou les 5 semaines qu'on connaît, donc 5 semaines fois 5 jours, les 25 jours ouvrés de congés payés, ça équivaut aux mêmes 30 jours en jours ouvrables. Le cas particulier des salariés à temps partiel, alors c'est une question que j'ai très souvent de la part de clients et que eux, à leur place, ils ont très souvent de la part de leurs salariés. Il faut savoir que les salariés à temps partiel, ils acquièrent des congés payés sous les mêmes règles que les salariés à temps complet. Ça veut dire 5 semaines par an. D'accord? Et on vient les décompter aussi de la même manière. Un salarié qui travaille 1 jour dans la semaine, par exemple, vous avez un salarié qui travaille que le mardi. Quand il prend son mardi, on ne vient pas décompter 1 jour, mais 6 ou 5 si on est en jour ouvré ou ouvrable. Donc, c'est des choses qu'il faut budgéter. Quand on recrute des salariés à temps partiel, il faut budgéter le… Tout à fait. Exactement pareil que pour les salariés à temps complet. Ça suit le même régime. Alors, on a parlé tout à l'heure des absences qui sont assimilées à du temps du travail effectif et qui n'entraînent pas de réduction au droit de congé payé. Ce sont les absences de congés payés, maternité, paternité, adoption. RTT, la maladie professionnelle et l'accident de travail, mais qui sont limités à 1 an. Ça veut dire qu'un salarié, il peut être pendant 1 an en accident de travail, il acquiert ses 30 jours de congés payés. Et la deuxième année, il n'en acquiert plus. Mais la première année, en tout cas, il acquiert 30 jours de congés payés. Très bien. Alors, le décompte des jours de congé. Alors, on rentre dans… Enfin, ça, c'est encore plus technique, d'accord? On va de crescendo, de plus en plus technique. Mais c'est pratique. Tous les entrepreneurs qui ont un salarié doivent être capables de le faire. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est la plupart des personnes présentes à ce webinaire, donc encore mieux. Alors, le décompte des jours, il doit obligatoirement tenir compte de la modalité d'acquisition de congés dont on a parlé tout à l'heure, donc qu'elle soit en jour ouvrable ou en jour ouvré. Alors, à savoir que le décompte en jour ouvré, c'est toujours très simple à comprendre. On décompte du lundi au vendredi. Le salarié a pris 1 semaine, il y a 5 jours de congé. C'est très simple, mais c'est le décompte en jour ouvrable qui pose souvent plus de problèmes aux entrepreneurs, mais aussi aux salariés, puisqu'ils se disent « mais moi, je ne travaille pas le samedi. Pourquoi on me décompte le samedi ?» Alors, les jours fériés ne sont pas décomptés dans le calcul des congés payés pris, d'accord? C'est une règle générale. Et puis, pour calculer vraiment ce décompte, il faut savoir que la règle, elle est toujours la même, que ce soit pour les salariés à temps complet ou à temps partiel. Le décompte commence le premier jour d'absence et il s'arrête la veille de la reprise du salarié. Donc, on va vous proposer quelques petits exemples parce que ce sont des questions, par expérience, je le sais très bien, ce sont des questions qui reviennent régulièrement et c'est toujours compliqué. Donc, j'ai pris un exemple très concret du mois de mai, puisque c'est une question que j'ai déjà eue le mois de mai. On vient juste de finir le thème. Alors, le décompte se fait en jour ouvrable. Notre cher Louis pose 1 semaine de congé payé à partir du vendredi 15 mai au soir. J'espère que vous voyez assez clairement le calendrier. Ça sera plus simple. Voilà, donc tout ce qui est en blanc, c'est du lundi au vendredi et le grisé, c'est du samedi au dimanche. Voilà, c'est ça. Les deux du calendrier. C'est vers vous si vous voulez l'écrire au pointé. Donc, il pose 1 semaine de congé à partir du vendredi 15 mai au soir. Donc, le premier jour de congé payé sera le lundi 18 mai parce que c'est le premier jour d'absence. Le dernier jour sera le samedi 23, c'est la veille de la reprise, d'accord? On est bien au jour ouvrable. Le jeudi de l'Ascension, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas décompté et donc on compte 5 jours de congé payé. Donc, le lundi 18, le mardi 19, mercredi, vendredi et samedi 23.
Alors, un deuxième petit exemple, là, c'est un petit peu plus compliqué puisque j'ai choisi un salarié à temps partiel. Donc, le décompte se fait toujours en jour ouvrable. Emma travaille à temps partiel du mardi matin au vendredi midi. Donc, vous l'avez vu, elle ne travaille pas le lundi. C'est très important dans notre petit décompte parce que c'est ça qui pose souvent problème. Donc, elle part en congé le vendredi 12 juin à midi, d'accord? Et elle reprend le travail le mardi 23 juin au matin. Donc, le premier jour de congé payé, c'est le premier jour d'absence. Donc, c'est bien le mardi 16 juin. Donc, on rappelle, elle ne travaille pas le lundi. Et donc, le dernier jour ouvrable, ça sera le lundi 22 juin. Et elle prend donc 6 jours de congé payé, le mardi 16, mercredi 17, jeudi, vendredi, samedi et le lundi 22. D'accord? Très bien. Voilà, maintenant, on va les laisser travailler un petit peu. Tout à fait. Voilà, nous, on a travaillé. C'est le temps pour vous de travailler un petit peu. Alors, on s'est dit que pour rendre les choses un petit peu plus dynamiques, on vous propose un petit exercice. Bon, soyez rassurés, je suis pas partie sur les temps partiels, hein, donc je vous ai rendu la tâche plus facile. On est toujours dans un décompte en jour ouvrable. Attention, on attend vos réponses en commentaire. Hein. Dans les commentaires. Alors, votre salarié, il travaille à temps complet du lundi au vendredi. Alors, le mois de juillet, on va avoir cet exemple. Vous allez avoir cette demande de congé. Il y a des fortes chances. Il part en congé le vendredi 3 juillet au soir et il reprend le travail le mardi 28 juillet au matin. Donc, combien de jours de congé faut-il lui décompter? On vous laisse un petit moment pour faire vos calculs. Lâchez-vous, hein, c'est pas grave. Raphaël et moi, il y en a qui suivent un petit peu moins bien, Sylvia. Mais ah ouais, ils sont rapides. Hein. Bon, ça va, j'ai pas. Ouais, rigole, ça va. Donc oui, c'était bien 18 jours. Donc bravo, vous avez bien suivi. 18 jours, on ne compte pas le 14 juillet et pour le reste, c'est 3 semaines fois les 6 jours, voilà. Et puis le 27 parce qu'elle le reprend le 28. Alors, comment transmettre l'information au service social? Ça, c'est une petite question aussi. Vous pouvez aussi répondre dans les commentaires, sinon je répondrai à votre place. Pourquoi c'est important? C'est toujours d'expérience que je parle. Parce que souvent, j'ai le petit mail en me donnant les éléments de paye qui me dit Martin a pris une semaine de congé le mois de juillet. Alors, si c'est la semaine du 13 au 18, c'est pas la même chose que si c'est la semaine du 20 au 25, d'accord? On décompte 6 ou 5 jours en fonction de ça, donc d'où l'importance de bien transmettre les infos. Et de deux, c'est une obligation légale de mettre les jours précis de congés payés sur une fiche de paye. Donc, on ne peut pas faire, ce qui fait les allers-retours entre est-ce que vous pouvez me donner les dates précises de congés payés pris par votre salarié, d'accord? Donc, c'est très important. Donc, la réponse, c'est Martin était en congé du 6 au 27 juillet. Très bien. Voilà. Alors, l'indemnité de congé, donc c'est ce qui va apparaître sur la fiche de paye quand un salarié part en congé. Comment Exactement. Donc, vous voyez souvent sur les fiches de paye, quand on a une prise de congé, on vient déduire une absence de congé payé et ensuite, juste en dessous, on paye l'indemnité de congé payé. Alors, il y a 2 méthodes pour le calcul de l'indemnité de congé payé qui sont prévues par le Code du travail. Et à chaque prise de congé, donc à chaque fois qu'un salarié prend des congés, on est obligé de faire la comparaison entre les deux et verser au salarié le résultat le plus favorable. Alors, la première méthode, c'est le maintien de salaire. Ce calcul assure au salarié la même rémunération habituelle pendant les congés. Donc, il y a plusieurs méthodes ici aussi pour calculer ce maintien de salaire. Alors, la plus courante, c'est celle du 26e. On divise le salaire mensuel, par exemple, 2 000 €. On le divise par 26 jours ouvrables et on le multiplie par exemple, les 6 jours pris. À savoir que les 26 jours ouvrables, ce sont le nombre de jours ouvrables moyenne par mois. D'accord? On se demande pourquoi c'est le 26. Donc, comme on l'a dit, sur le bulletin, on retrouve les 2 lignes, la déduction de l'absence et l'indemnité de congé payé. Alors, on a juste, Johanna, donc là, on choisit entre le maintien du salaire ou la règle du 10e.
Donc, il faut prendre la méthode la plus intéressante. Est-ce qu'on doit aussi tenir compte d'une permanence des méthodes ou d'un usage dans l'entreprise pour le choix de ces méthodes ou pas? Alors, normalement, non. La méthode la plus favorable, le Code du travail, il le dit clairement que c'est la méthode la plus favorable aux salariés. Le seul choix qu'on puisse avoir, c'est par exemple, on choisit de verser le maintien de salaire à chaque prise de congé. Et en fin de période de référence, donc au mois de mai, on verse le solde qui peut correspondre à la méthode plus favorable qui peut être le 10e. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, le salarié, il doit obtenir sur l'année complète la méthode la plus favorable. C'est pas au choix de l'employeur. D'accord? Et donc ça, c'est calculé par le logiciel de paye? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et vérifié par. C'est pour ça qu'il faut être capable aussi en tant qu'entrepreneur d'avoir la pédagogie d'expliquer à son salarié comment le logiciel a calculé l'indemnité. Alors ça c'est un petit peu compliqué. Le calcul, quand on le détaille, il est assez complexe pour pouvoir l'expliquer, parfois même aux clients, et encore plus complexe pour l'expliquer aux salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent la question pourquoi mon salarié il est payé plus quand il est en congé que quand il travaille. Et ça, c'est une question qui revient assez souvent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est toujours la méthode la plus favorable. Et on va voir tout à l'heure, la deuxième méthode, le 10e du salaire, c'est souvent une méthode plus favorable aux salariés. Donc, du coup, le salarié, il peut être amené à être payé plus quand il est en congé. D'accord? Donc, comme on a vu tout à l'heure, le maintien de salaire, la deuxième méthode, c'est la méthode du 10e. Et les plus complexes, parce que pour la calculer, il faut prendre en compte la totalité de la rémunération brute sur la période de référence, donc du 1er juin au 31 mai, en la divisant par 10. Donc, c'est ce qui va nous donner la provision de congés payés. Un salarié qui a 2 000 € brut par mois, fois les 12 mois, divisé par 10, il aura une provision sur les 5 semaines de congés payés de 2 400 €. Alors, ce qui est important dans cette provision, c'est qu'il y a des éléments qui entrent dans le calcul de la provision de congés payés et il y en a d'autres qui n'entrent pas, qui sont exclus. D'où l'intérêt de transmettre très clairement, par exemple, je pense à un client qui va me dire le mois d'octobre, il faut verser une prime à Martin, je ne sais pas pourquoi Martin, mais voilà, il faut verser une prime à Martin de 500 € ce mois-ci, d'accord? On est le mois d'octobre. Il faut déjà se poser la question, quelle sorte de prime? C'est une prime exceptionnelle que je lui verse ou c'est une prime sur objectif ou ce sont des commissions ou c'est une prime sur vente? C'est très important parce que la prime exceptionnelle ne rentre pas dans la provision de congés payés, mais si c'est une prime d'objectif, elle va faire partie de cette provision et donc en fin de période ou à la prochaine prise de congés payés, d'accord, on va devoir verser une indemnité plus conséquente de congés payés. D'accord? D'où l'importance de bien savoir ce qu'on verse sur la fiche de paye, prime exceptionnelle ou commission. Donc, les éléments qui entrent dans le calcul de la provision de congés payés, ce sont le salaire de base, clairement, les heures supplémentaires, avantages en nature, commission ou les primes d'objectifs, les primes de vente, les primes qui sont liées strictement au travail du salarié et qui sont souvent affectées par la prise de congé. Par exemple, un salarié qui a des primes de vente chaque mois parce qu'il a un certain pourcentage, par exemple un 5% des ventes qu'il effectue, le mois d'août, il sera en congé, il ne pourra pas toucher ces 5% puisqu'il n'a pas eu de vente. Mais il ne doit pas être lésé parce qu'on part du principe que quand on est en congé payé, on touche la même chose que d'habitude, donc y compris les primes de vente. Très bien. Et il y a des éléments exclus de cette provision. On parle du 13e mois, des primes exceptionnelles, des primes de fin d'année, des primes conventionnelles, des primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés payés. Bon, Johanna, c'est un métier quand même. Merci. Alors, merci Johanna. Donc, peut-être Aurélie, quand poser les congés payés? Oui, et justement, je viens de voir Monsieur Jacob qui a posé une question sur la prise des congés payés. Donc, je vais y répondre juste après, dans la mesure où il y a toujours effectivement une problématique de dire, quand les salariés peuvent poser leurs congés payés. Alors, on vous dit, la prise des congés payés, soit vous l'avez négocié et fixé dans le cadre d'un accord d'entreprise que vous avez négocié avec vos délégués syndicaux, ou alors c'est prévu dans votre branche d'activité. Mais ce que l'on retrouve quand même très classiquement dans le cadre des sociétés, c'est l'employeur qui va fixer la période à laquelle les salariés vont pouvoir poser leur congé payé. Et quoi qu'il en soit, le Code du travail vous dit, cette période de prise de congé payé, elle doit au minimum être du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Et la difficulté que l'on avait évoquée notamment avec Marie, c'était de dire oui, mais imagine, pendant la période du 1er mai au 31 octobre, c'est ma meilleure période. Moi, j'ai pas envie que mes salariés ils partent en vacances quand c'est ma meilleure période. Et effectivement, au tourisme, par exemple, au tourisme. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, même ou les métiers annexes. À titre d'exemple, moi j'ai un centre de beauté qui est sur Nice et juillet et août, c'est sa meilleure période pour faire des soins beauté, les coiffures. Et elle me dit, mais moi, maître, prendre les congés payés du 1er mai au 31 octobre, ça ne m'arrange pas si mes esthéticiennes, mes coiffeuses, mes masseuses, elles sont en congé. Alors, ce que l'on a prévu, c'est que l'employeur, de manière unilatérale, elle a rallongé cette période. Elle a fait débuter la période de congés payés avant le 1er mai et après le 31 octobre. Et pour éviter des difficultés avec les salariés, c'est que c'était négocié dès le départ dans le deal de l'embauche. Et lorsque on faisait les contrats de travail, l'article lié au congé payé, on l'incluait en indiquant que les parties ont convenu que d'un commun accord, aucune prise de congé ne sera posée par les salariés du 1er juillet au 31 août. Mais comme on a rallongé la période, elles pourront, les personnes, prendre avant, un peu après. Et moi, en tout cas, en tant qu'employeur, je sais que sur ma période phare d'activité, eh ben, j'ai mes salariés qui seront présents. Une fois que les dates sont faites, elles doivent être respectées. Il y a un élément que je voulais aussi évoquer parce qu'on en a beaucoup entendu parler du fait de cette période de confinement, c'était de dire l'employeur peut imposer des congés payés aux salariés, soit durant la période de confinement, soit après la période de confinement. Et vous avez dû tous en entendre parler parce que ça a été extrêmement véhiculé dans les journaux télévisés. Il y a quand même un bémol de cette idée faite par le gouvernement, c'est que pour pouvoir imposer des congés, la règle, elle existait déjà. Sauf que, comme l'a dit Johanna, lorsqu'on pose les congés, il faut anticiper un mois avant pour que le salarié en soit informé. Là, c'était de dire, et la particularité était de dire, pendant la période du Covid, on n'a pas ce délai de prévenance d'un mois. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fallait négocier. Il faut soit avoir un accord de branche, soit en interne, il faut négocier avec nos délégués syndicaux, ce qui n'est pas particulièrement très pratique, et surtout dans cette période où on a d'autres choses que d'être autour de la table pour parler des congés. Il y a quand même un accord que j'ai trouvé au niveau de l'automobile. Au niveau de l'automobile, le 2 avril 2020, ils ont négocié un accord dans la branche d'automobile en vous disant que la durée de l'accord, elle va jusqu'au 31 décembre 2020 et l'employeur, il peut poser dans la limite de 6 jours ouvrables avec un délai de prévenance d'1 jour. C'est toujours anticiper en fait. La règle, c'est vraiment ce qu'on Raphaël dit au début, toujours anticiper et prévenir les salariés en amont. Exactement. Là, on était dans une situation extraordinaire où, n'ayant pas d'activité et ne souhaitant pas forcément passer de suite au chômage partiel, on imposait les congés. Et là, je vous dis, l'automobile l'a prévu en disant c'est possible de le faire. Merci. Et alors, donc, un beau schéma. Voilà, pour récapituler. Donc, vous avez acquis, chaque salarié acquiert ses congés payés du 1er juin au 31 mai. Ensuite, l'employeur fixe la période à minima de prise de congé du 1er mai au 31 octobre. Et il y a ce que l'on va voir juste après, la question des congés de fractionnement. Parce que en matière de congés payés, on a deux formulations. Ce que l'on appelle le congé principal. Et donc, le congé principal, c'est le fait de poser pendant la période du 1er mai au 31 octobre la majorité des jours de congé. Ça ne peut pas dépasser 24 jours, c'est 4 semaines. Nos 4 semaines prises soit de manière consécutive, soit de manière assurée, c'est ce que l'on appelle notre congé principal. La 5e semaine de congé payé, elle doit toujours être déconnectée. C'est elle qui va circuler durant toute l'année. Elle n'a pas nécessairement à être prise entre le 1er mai et le 31 octobre. Et elle est déconnectée. Alors, je vous ai mis une petite
une petite astérix de dire il y a quand même des exceptions. Et notamment, l'une des exceptions sur le non-accolement de la 5e semaine au congé principal, c'est lorsque il y a des conventions collectives qui disaient, nous, dans notre secteur d'activité, on a une population qui peut venir soit des dom-toms, soit des pays nord-Afrique ou africains ou asiatiques, et dont les personnes ont toujours leur famille dans leur pays d'origine, on peut autoriser qu'ils puissent prendre 5 semaines d'affilée. Après, il y a aussi l'exception classique où l'employeur et le salarié sont d'accord pour que les 5 semaines puissent être pris en congé d'affilée et il n'y a pas de difficulté. Et justement, donc là, pour répondre à votre question, Monsieur Jacob, quand vous nous dites, oui, mais si j'ai 30 jours et si je les pose que les mercredis et les jeudis, je squeeze le samedi, c'est pas possible. Parce que à un moment donné, on impose aux employeurs de dire, votre salarié, quand il prend des congés, c'est pour se reposer. Et on ne considère pas que prendre que des mercredis et des jeudis par-ci par-là pour éviter de se faire décompter les samedis, ça permet à un salarié de réellement se reposer. Donc, on impose à l'employeur de dire que pendant la période du 1er mai au 31 octobre, 2 semaines consécutives doivent être prises par les salariés. Et il y a certaines conventions collectives, ça va même au-delà, et notamment la chimie. La chimie vous dit, au minimum, c'est pas 2 semaines, c'est 3 semaines d'affilée qui doivent être prises par nos salariés et dont l'employeur, en tant qu'employeur, on doit leur laisser prendre 3 semaines d'affilée dans les secteurs de la chimie. Au niveau des autres secteurs, on est sous le régime de la loi et c'est de dire 2 semaines consécutives doivent être prises par les salariés du 1er mai au 31 octobre. Et après, on fait ce qu'on veut pour le restant. On a 12 jours obligatoires et les 24 jours à prendre dans cette période. Exactement. Ce qui fait qu'ensuite, on peut prendre 2 semaines d'affilée au niveau du mois de juin. Au niveau du mois d'octobre, on prend les 2 autres, ou on peut prendre une semaine par-ci, une semaine par-là pendant la période du 1er mai au 31 octobre. D'accord. Et donc après, qu'est-ce que le congé de fractionnement ? Justement, le congé de fractionnement, c'est celui qui est pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre. Ce sont les jours lorsque je n'ai pas pris mes 24 jours dans cette période du 1er mai au 31 octobre, donc j'ai pris mes 12 obligatoires minimum, mais les 2 semaines suivantes, je vais les prendre parce que j'ai peut-être envie de couper entre Noël et Nouvel An, et puis en février, je voudrais aussi aller au ski, et puis en avril, je voudrais peut-être déjà aller un peu au soleil. Donc ça, ma 5e semaine, elle ne le compte pas. Il n'y a que les 4 semaines du congé principal qui vont jouer sur les jours de fractionnement et on va déterminer combien de jours de congé dans mon congé principal j'ai pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre. Si j'ai 6 jours, je vais avoir 2 jours supplémentaires à accorder à mes salariés, ce que l'on appelle des jours de congé de fractionnement. Si en revanche, j'ai moins d'une semaine pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, je n'ai qu'un jour de congé de fractionnement. Et sur ce point, je voudrais être particulièrement claire parce qu'il y a des conventions collectives qui sont assez mal rédigées, notamment une sur laquelle il y a eu pas mal de contentieux, c'est celle que l'on appelle la convention collective bureau d'études techniques, la Syntec, pour tout ce qui est ingénierie informatique, et le texte est libellé comme ça. Lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il y a l'attribution de congés de fractionnement. Et là, l'idée était de dire pour les employeurs, regardez, le texte vous dit, c'est lorsque c'est moi, l'employeur, qui exige que le congé principal soit pris hors de la période. Et si c'est vous, salarié, qui me demandez des congés et que ces congés sont pris hors de la période, vous n'avez pas droit à ces jours de fractionnement. Et cet article a été censuré par la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation vous dit, les jours de fractionnement, ils sont dus peu importe qui est à l'initiative du fractionnement, que ce soit le salarié, avec la feuille qu'avait proposée Raphaël, qui dans le cadre de sa demande met des dates hors de la période. Dans ces cas-là, on vous dit que ce soit le salarié qui soit à l'initiative et que ça soit accepté par l'employeur, ou à l'inverse, que ce soit l'employeur qui impose au salarié, vous avez l'obligation de leur accorder des jours de fractionnement. À une exception près, c'est ce que je vous ai mis en petit mémo,
et c'est comme ça souvent qu'on peut dealer avec nos salariés, c'est de dire j'ai vu votre demande de congé, cette demande de congé, il y a une partie de vos congés pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, et ben dans ces cas-là, je veux bien vous les accorder, mais en échange, ben vous renoncez à vos jours de fractionnement. Et donc, on deal avec le salarié de dire, ben, si tu renonces, je te les donne, ou alors, si ça ne pose pas de souci, vous les donnez. Mais dans le cas de la renonciation, il faut que ça soit une renonciation qui soit expresse. Et c'est là où, justement, le document qui a été proposé par Raphaël de dire, ben, vous avez votre demande, et là, dans ces cas-là, il y a un écrit de la part du salarié de dire oui, moi, je veux quand même ma petite semaine au ski en février, ou je veux ma semaine entre Noël et Nouvel An, donc il n'y a pas de souci, je renonce à mes jours de fractionnement. Et là encore, il y a de la jurisprudence assez claire. Moi, j'avais eu la problématique avec une société, donc j'étais ce coup-ci du côté salarié, et les salariés remplissaient leur demande de congé, non pas sur une feuille, mais sur l'intranet. Il y avait un logiciel de demande de congé. Et quand le logiciel captait qu'il y avait des droits à jour de fractionnement, le logiciel cochait automatiquement le salarié renonce expressément à ses jours de fractionnement. Et quand les salariés voulaient les cocher, c'était pas possible. Et donc, les représentants du personnel avaient alerté de la difficulté auprès de l'employeur en disant bah non, vous ne pouvez pas automatiquement cocher la renonciation parce qu'il faut qu'elle soit expresse. Et ça avait été quand même assez loin parce que l'inspecteur du travail avait mis son nez dedans et avait dit oui, votre logiciel, il faut le revoir parce qu'on ne peut pas avoir de renonciation automatique, il faut que ça soit une renonciation expresse et volontaire de la part du salarié. Oui, il y a il faut vraiment bien manager les congés payés en entreprise et bien surveiller quand est-ce qu'ils prennent leurs congés, les compteurs, faut toujours avoir un calendrier sur soi, en fait. C'est ça, parce qu'après, vous avez des difficultés. Alors, parfois, on va me dire, ouais, c'est pas beaucoup, 2 jours par an. Mais moi, il y a des contentieux où vous avez dans les demandes annexes, alors on conteste par exemple la rupture du contrat, mais dans les demandes annexes, on va vous dire, au fait, j'ai jamais eu de jour de fractionnement, tiens, je vais remonter sur 3 ans, et je vais demander 6 jours de salaire. Oui, c'est fini. Et ça donne toujours une petite image quand même de l'employeur qui n'est pas très respectueux du droit du travail. Donc quand on plaide, parfois on dit non, j'ai oublié un truc. Et justement, alors pour vous montrer des exemples pratiques, on part, voilà, sur la slide juste après. Donc on part d'un décompte en jours ouvrables, 30 jours ouvrables dans l'année. Le salarié prend ses 4 semaines au mois d'août et 1 semaine en février. Pas de souci. Pas de jours supplémentaires de fractionnement, dans la mesure où son congé principal de 4 semaines, il a bien été pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Il y a un deuxième exemple. Oui, 3 semaines en juillet, 2 semaines en décembre. Et bien là, il y a du fractionnement. Parce que normalement, c'est 4 semaines qui doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre. Et donc, vous avez 1 semaine ici qui a été prise hors de la période du 1er mai au 31 octobre et qui vous octroie 2 jours ouvrables de fractionnement. Sachant que là, on vous dit dans l'exemple, il y a 2 semaines qui ont été prises en décembre. Oui, mais il y a la 5e semaine. Or, la 5e semaine ne donne jamais droit à des jours de fractionnement. Donc, c'est pour ça qu'on se limite à 2 jours. Et concernant la question, je viens de voir, quand on part en jour ouvré, et dans ces cas-là, on doit adapter le décompte des jours de fractionnement en jour ouvré également. Parce que, et c'est là la difficulté parfois, et notamment on le retrouve dans la convention collective de la chimie parfois parle en ouvré, sauf que quand on parle en jour de congé de fractionnement au niveau du code du travail, on parle toujours en jour ouvrable. Et donc dans ces cas-là, il faut juste adapter les décomptes au niveau des jours ouvrables. Et alors, simplement pour revenir, quand on a des vieux compteurs de CP, comment on peut les gérer en fait? Alors, le on code a du travail qu'il y a des congés qui traînent depuis un bout de temps. Donc bon, déjà l'entrepreneur, je pense qu'il a mis un petit peu en danger son salarié. Parce que son salarié peut être très fatigué pour venir travailler. Mais comment gérer cette situation? Oui, c'est toujours un peu délicat parce que le code du travail n'autorise pas le report des congés d'une année sur l'autre.
Et souvent, c'est un usage de la société. C'est une pratique informelle. Vous avez toujours eu, quand il y avait des petits reliquats, vous les avez reportés d'une année sur l'autre. Vous l'avez fait pour tous vos salariés sur plusieurs années. C'est ce que l'on appelle un usage. Il y a 2 bémols à cet usage. Le premier bémol, comme tu l'as dit Marie, c'est la fatigue. C'est de dire qu'à un moment donné, quand un salarié ne peut pas prendre ses 5 semaines, c'est un salarié qui est fatigué. Et un salarié qui est fatigué, c'est celui qui risque de tomber malade ou alors de se blesser en société avec les problématiques accidents de travail, ou alors, et là c'est ce que l'on a vu, le burn-out. C'est la maladie et l'accident, parce qu'on est toujours un peu sur une ambivalence au niveau de tasse là-dessus, mais c'est le fait de dire on a des salariés qui se sont épuisés professionnellement. Et là, c'est de votre responsabilité en tant qu'employeur d'accorder ces droits à repos. Et le deuxième bémol que j'avais vécu aussi avec un client, c'est que un salarié qui a des reports, soit il est fatigué, et puis il peut aussi, en plus de la santé, c'est aussi peut-être un salarié qui sera un peu plus étourdi quand il va faire son travail. Parce que la fatigue fait que il va plus voir les fautes d'orthographe ou les erreurs qu'il a commises. Donc pour votre image aussi, au sein de la société, c'est pas terrible. Et l'autre point aussi, c'est qu'à un moment donné, ce salarié qui a un compteur assez important, quand il va partir, il va avoir un solde de tout compte qui va être loin d'être négligeable. Et ça, mine de rien, on s'en rend pas compte. C'est jusqu'au jour où à un moment, ça vous arrive. Et j'avais une cliente qui a dû faire des licenciements économiques parce qu'elle avait de très grosses difficultés économiques. Et dans le lot des licenciés, j'avais une salariée avec 45 jours de congé. Rien que ces congés payés, c'était plus de 10 000 euros. Et la gérante me dit, mais j'ai pas les sous. Donc elle me dit, est-ce que vous pensez que le solde, je peux le payer en plusieurs mensualités? Je fais, c'est pas possible. On vous dit, normalement, un solde de tout compte, c'est du one shot. Parce que le salarié vous signe un reçu et il vous signe à la rupture. On peut essayer de dealer avec la salariée. Et la salariée a dit non. C'est du one shot. Mais on a une gérante qui a pris un prêt personnel, ce qui est quand même hallucinant, de dire elle a négocié à titre perso un prêt pour payer les 10 000 euros de congés payés parce que le compteur, il était à 45 jours. Et c'est vrai que ces choses-là, il faut être vigilant. Après, ce que l'on fait, c'est soit on dénonce l'usage, et ensuite on repart sur du classique, et on autorise dans ces cas-là, après aussi, les salariés à prendre leur congé. Parce que si à chaque fois on leur dit « Ah non, c'est pas possible là, ah ben non, c'est pas possible là, ou ah ben non, c'est pas possible là », ça pose difficulté. Aurélie, c'est exactement ce que j'allais te demander. En fait, ce que je dis souvent, moi, je pratique ce report d'une année à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est compliqué aussi de dire. Il faut que l'employeur puisse prouver aussi qu'il a tout mis en œuvre pour que son salarié puisse prendre ses congés. Ça veut dire qu'il a réussi à aménager les plannings. Il a gardé ses obligations, d'accord. Il a annoncé de la période de congé. Il a fixé l'ordre de départ en congé et il a géré aussi le planning du salarié pour que celui-ci puisse prendre ses congés, d'accord. Donc, je pars du principe que logiquement, il faut qu'il prouve quand même qu'il a tout fait pour qu'il puisse supprimer les congés au 31 mai quand même. Oui, et c'est ça après, et c'est là que je vois la question, Madame Piasson. C'est exactement ça, c'est de dire qu'à un moment donné, dès lors que vous avez fait les obligations d'information des salariés 2 mois avant, après que vous avez les demandes de congés, vous les avez validées, l'employeur, il a quand même sur la matière des congés payés la mainmise. C'est lui qui oblige et qui peut poser en disant, attendez, non, moi, mes compteurs, ils se prennent fin au 31 mai, ça repart à 0 au 1er juin. Je vous donne assez de temps pour pouvoir les poser. Si vous ne les posez pas, je vous oblige à les prendre. Et alors, par exemple, on a des gros compteurs de congés. On peut très bien dire, voilà, je te laisse 1 an et demi pour les prendre. Par exemple, tes congés, je te mets la possibilité de les prendre aussi. C'est-à-dire que j'aménage ton planning pour pouvoir les prendre. Par contre, si j'ai des gros compteurs, je ne peux pas les payer. Non. Le droit à congé, d'ailleurs, c'est ce qu'on conclut là-dessus avec Raphaël, c'est de dire un droit à congé, c'est un droit à repos. Je dois accorder le repos. Et d'où, alors, c'est vrai qu'on en avait discuté dans le cadre de ce webinaire de parler du compte épargne-temps, qui parfois justement permettait de monétiser ces congés non pris. Et puis on s'est dit
que c'est vrai que c'était peut-être pas applicable dans toutes les sociétés et que c'était peut-être moins pertinent dans le cadre de ce webinaire, mais il y avait effectivement le cas du compte épargne-temps qui pouvait être pertinent. Mais je suis d'accord avec toi, Marie, c'est de dire que dès lors que l'on met fin à l'usage qui consiste à faire le report, eh ben, il faut accorder aux salariés un délai de prévenance extrêmement long. Moi, j'ai une cliente qui s'est réveillée là cette année au mois de janvier et qui me dit, bon allez, j'en ai marre des reports. Oui, mais alors je lui ai dit, si vous dites qu'au 1er juin, tous les compteurs doivent être partis à zéro, et ben de janvier à juin, vous n'allez plus avoir personne pour bosser dans votre boîte. Elle me dit, ah oui, c'est pas faux. J'ai donc autant leur laisser véritablement une belle année et demie pour vraiment tout liquider. Et là, ce que l'on fait, c'est une information individuelle à tous les salariés en leur disant, à compter de telle date, c'est fini les reports. Et si, je ne sais pas si parmi vous, vous avez des personnes qui sont dans le BTP, mais la caisse des congés payés, elle applique aucun report. Et donc, tous les salariés savent que au 1er juin, leur compteur est à zéro. Alors, on a une petite question de Sylvia qui nous dit, nous sommes dans le Syntec. Oui, j'ai répondu en disant que oui, on oblige. On est d'accord, on oblige bien les salariés à prendre leur congé. Exactement. C'est là où vraiment, comme je l'indiquais, c'est l'employeur en matière de congés payés, il a la mainmise sur les congés payés. Tout le fait, les slides juste après, où on a un exemple d'impôt, de droit de l'employeur, je les impose, les congés, notamment quand je ferme ma boîte. Vous avez, et c'est vrai qu'on a beaucoup de sociétés qui parfois le font de plus en plus quand ils voient qu'il y a des mouvances dans leur activité et de se dire, est-ce que ça vaut le coup quand même de faire travailler les salariés au mois d'août alors que on n'a pas de relance client, on a nos partenaires qui sont tous en vacances, et c'est la possibilité pour un employeur de dire, moi je vais fermer ma société. Je vais fermer ma société et donc là, je vais imposer à mes salariés, et ça se voit beaucoup dans le BTP, ça s'était vu aussi beaucoup dans le cadre des cabinets d'expertise comptable, où pareil, comme ça joue avec l'activité de vos clients, quand vous aviez beaucoup de clients qui étaient en congé au niveau du mois d'août, on le retrouve aussi au niveau du mois de décembre, où il y a beaucoup de sociétés qui sont également fermées, et là, pas de difficulté, vous imposez les congés. Veut dire, au mois d'août c'est fermé, à Noël c'est fermé. La seule chose que on vous impose en tant qu'employeur, c'est d'informer vos salariés. Et ça, moi je le vois dans ces cas-là. Là encore, on fait de manière transparente avec les salariés. Moi, je l'acte parfois dans l'article sur les congés payés dans le cadre d'un contrat de travail. Le salarié est parfaitement informé que la société ferme 3 semaines en août, ferme 1 semaine entre Noël et Nouvel An, et que ça sera dès lors ces dates de congés payés. Alors, je me permets de revenir un petit peu juste sur le fractionnement, parce qu'on avait une petite question à laquelle on n'avait pas répondu. Alors, sur les CP de fractionnement, est-on obligé de les poser à la fin, après avoir posé l'ensemble des congés payés classiques, ou doit-on aussi les poser avant la fin de prise de congé au 31 mai? Les jours de fractionnement ne sont pas limités dans la période de prise. Donc, ils sont pris un peu comme la 5e semaine, comme ils veulent. Sauf que c'est pareil. Les congés, c'est du 1er juin au 31 mai. Après, c'est fini. D'accord, c'est fini. Et Dominique Lounet nous pose aussi la question, la gérante devrait avoir ses provisions pour CP dans sa compta. Alors, je suis pas sûre, je sais pas, Marie? Oui, on provisionne les congés dans la comptabilité, tout à fait. D'accord. On provisionne les charges dans la comptabilité, sauf pour les dirigeants d'entreprise qui n'ont pas de congés. Oui. Ouais, normalement, les gérants n'ont pas, si c'est gérants, ils n'ont pas forcément de congés payés. Non, mais je préfère le rappeler parce que parfois, en SAS, les mandataires ont des fiches de paye, mais ils n'ont pas le droit à congé. Ils ont des fiches de paye, ils n'ont pas le droit au congé payé, mais si tu veux, mais on garde la rémunération généralement pendant 12 mois. Ils ont leur salaire pendant 12 mois. Oui, tout à fait. Et donc après, si jamais j'ai un salarié qui vient de rentrer, ça fait quelques mois qu'il est rentré et il n'a pas assez de congés, mais on ferme l'entreprise, comment ça se passe? Oui, mais justement, c'est la slide que tu viens de nous mettre là.
Parce que c'est vrai que c'est une problématique qui intervient souvent. De dire, nous, on est fermé 3 semaines en août et moi, je viens d'arriver, j'ai pas de congé, j'ai pas assez de congés dans mon compte. Il y avait un ancien dispositif qui était prévu au même titre que le chômage partiel. Et c'était d'ailleurs le chômage partiel ou le chômage technique congé payé qui a été supprimé. Et là, désormais, c'est le Pôle emploi qui prend le relais. Vous avez un document à établir au niveau du Pôle emploi pour démontrer que le salarié vient d'être embauché, sauf que vous fermez votre société pour telle et telle durée, et c'est le Pôle emploi qui va accorder une indemnité au salarié. Et il y a aussi une autre problématique qui parfois était posée, et là on le retrouvait lorsque les sociétés fermaient notamment pour faire des rénovations, et c'était de dire je ferme ma boîte parce que je veux faire des grands travaux pour réhabiliter la société, pour l'accès aux handicapés par exemple, ou pour moderniser tous nos locaux, sauf que ma période de fermeture elle va au-delà de 5 semaines de congés payés. Et comment ça se passait? On vous dit dans ces cas-là, les salariés prennent leur congé parce que vous leur imposez en tant qu'employeur, et sur le surplus, vous devez leur verser une indemnité qui est quasi équivalente à l'indemnité compensatrice de congé payé. Donc, il ne reste pas sans rien. Et c'est vrai que cette problématique-là, elle a été posée donc pour les sociétés privées qui faisaient des travaux, mais elle a été aussi posée pour l'enseignement privé. Parce que quand vous aviez, en juillet-août, il n'y a pas cours. Et donc, les salariés qui posaient leur congé sur le surplus. Et donc, il y a eu pas mal de contentieux avec notamment des enseignants d'enseignement privé, j'entends pas dans le fonctionnariat, qui disaient, attendez, moi je pose mes congés en juillet et au mois d'août, j'en ai plus et vous me payez pas. Non, c'est pas de mon fait que je ne travaille pas, c'est la période scolaire. Et donc là, pareil, les juges avaient revu un peu leur position en indiquant que vous pouviez réclamer un rappel de salaire quand la fermeture de l'établissement privé où vous étiez dépend de votre durée de congé. D'accord. Merci beaucoup, Aurélie. De toute façon, on pourra peut-être pas forcément répondre à toutes les questions, mais les intervenants vont mettre leurs coordonnées dans le chat, et si vous avez encore des questions, vous pourrez les contacter en direct. Je pense que pour l'instant, on est à jour avec les questions. Ça va. On a réussi à répondre à presque toutes ces questions. Tout à fait. Alors, Raphaël, pour conclure sur les obligations de l'employeur et des salariés. Alors, effectivement, j'ai eu la lourde charge de faire l'introduction et maintenant, c'est l'obligation de conclusion. Alors, l'obligation de l'employeur, on l'a vu en fait tout au long de ce webinaire, c'est de la bonne intelligence, de la gestion et de l'anticipation. Obligation de sécurité, ça je pense que Aurélie et Johanna vous l'ont rappelé suffisamment. Une obligation de sécurité, on parle beaucoup de bien-être au travail, on parle de la santé au travail et de la compatibilité entre vie pro et vie perso. Les congés payés et la gestion des congés payés, c'est complètement ça. C'est faire profit, pour permettre aux salariés vraiment de concilier vie professionnelle et vie personnelle avec une obligation de sécurité pour éviter des accidents au travail, pour éviter éviter les risques de burn-out ou autres. Donc et aussi, ce qui est important de souligner dans cette obligation de sécurité, interdiction de payer les congés payés non pris. Ça, on le répète jamais assez. En général, c'est un arrangement que veut avoir soit le salarié, soit l'employeur. Mais voilà, c'est interdiction de payer les congés payés. Il y a bien une obligation de prendre ces congés payés dans un cadre de sécurité. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ce matin, en venant à mon cabinet, j'ai entendu aux informations qu'une société voulait supprimer les congés payés, 6 jours de congés payés et les payer à leurs salariés, qu'il y avait un mouvement de grève là-dessus. Et donc là, la société fait un peu du rétropédalage en disant peut-être on fera du volontariat, mais même en volontariat, c'est pas possible. Ouais. Donc c'est encore un sujet d'actualité. Ce webinaire est tombé à pic. Le régime légal, on vous l'a expliqué, donc c'est le respect tout simplement de la législation, mais dans n'importe quel cadre lié au droit du travail. Le bulletin de paye doit donc comprendre les dates de congé, les soldes de congé. Ça, c'est très important. Johanna l'a répété et je pense que c'est un élément essentiel, notamment lors de la transmission à l'expert comptable. C'est pas simplement dire Marie a pris 6 jours de congé payé, mais c'est bien donner les dates, en fait, le borner dans le temps
pour justement faire face soit aux aléas liés à des contrats particuliers, à contrats partiels ou à contrats à temps plein, ou alors bien entendu le fameux mois de mai 2020 avec X jours fériés qui forcément impactent les dates des congés payés. Donc bien préciser dans la transmission à l'expert comptable les dates des congés pour chaque salarié. On a vu que l'employeur pouvait modifier la date de congé de ses salariés et également imposer des dates de fermeture. Et l'employeur a surtout une obligation d'information auprès de ses salariés. Ça, c'est un outil de gestion et de management au quotidien. Et comme le soulignait Dominique dans les commentaires, avoir ses provisions de CP dans sa compta, c'est important. C'est de la prévision, c'est de la gestion au quotidien. Ensuite, l'obligation du salarié, les obligations du salarié. Effectivement, parce qu'on a beaucoup accentué sur l'obligation de l'employeur, mais le salarié a aussi des obligations. Il a des droits, mais des devoirs. Il a l'obligation de prendre ses congés. Ça, je pense qu'on l'a tous bien compris au cours de ce webinaire. Il ne peut pas réclamer d'indemnisation s'il n'a pas pris ses congés. Autre élément important, un salarié ne peut pas profiter de ses congés pour exercer d'autres travaux rémunérés. De même, un salarié, lorsqu'il est en congé, il est en congé, c'est-à-dire que c'est un temps qui est en dehors de son activité professionnelle. Il ne peut donc pas répondre à des mails, répondre au téléphone, rédiger un contrat, faire ses tableaux prévisionnels dans le cadre de ses congés. Non, c'est vraiment un temps qui est à part de son activité professionnelle et ça, il doit le respecter de la même manière que l'employeur doit respecter ce temps qui est en dehors de son activité professionnelle. Et enfin, important, le salarié a un devoir de soumission au pouvoir de direction de son employeur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas décider lui-même de ses congés. Et c'est pour ça qu'on vous conseille, dans la feuille de prise de congé, de mettre plusieurs possibilités pour le salarié, pour qu'ensuite l'employeur puisse choisir quelle est la bonne période pour prendre ses congés en fonction de la gestion qu'il a mise en place. Merci Raphaël, merci pour cette belle photo de fin qui donne très envie de partir en vacances. J'étais accompagnée de Aurélie Van Klint, avocat depuis près de 15 ans, spécialisée en droit social, Raphaël Pérez, accompagnement et stratégie RH recrutement, et Johanna Suska, experte sociale au ClimaPay. On est ravis de vous avoir accueilli pour ce webinaire. Si vous avez des questions, les intervenants sont prêts à y répondre en dehors de ce webinaire. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine matinale du social. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.